Chère Colette, bien que je sache qu'il est vain d'écrire une lettre et encore plus d'amour à une disparue, car à la vérité, vous n'êtes pas morte tant vous persistez dans les mémoires, je ne peux m'empêcher, pour vous présenter, de prendre un accent passionné, voulant laisser entendre derrière les impératifs scolaires de la notice biographique une part de la magie que prit pour moi votre rencontre littéraire. Il est difficile, quand on parle de vous, de distinguer la femme de l'écrivain. Et il faut bien dire que les deux sont éminemment vivants et aimables. Je ne dirai rien de votre beauté, jugeant déplacé ce genre de jugement auquel il ne faudrait pas vous réduire et que quelques clichés photographiques de vous à chaque âge de votre vie suffit à illustrer, à imposer. Pour ceux qui vous ne connaîtraient pas, je me permets de rappeler votre vrai nom, Sidonie Gabrielle Colette. Vous avez fait le choix, à votre apparition sur la scène littéraire, d'abandonner vos deux prénoms et d'arborer à tout jamais le nom de famille féminin de votre père. Cette amputation, si j'ose dire, et pour cause, votre père, ancien militaire, était unijambiste, m'amène naturellement à parler, pour commencer, de votre enfance. Votre œuvre la montre particulièrement heureuse, faisant des quelques années passées à Saint-Sauveur en Puissay une période paradisiaque. Fruit d'un remariage, vous êtes la petite dernière d'une famille composée, comme vous dites, de sauvages. Votre mère, Adèle Landois, dite Sido, après un mariage malheureux avec un riche bourgeois alcoolique de province, avec qui elle a eu les deux premiers enfants, une fille puis un garçon, rencontre un ancien zouave, le capitaine Colette. La vie au village ne sera pas facile en raison de rumeurs persistantes et d'un problème financier. Vous le quitterez, mais il restera pour vous le cadre d'un moment enchanté. Vivant au milieu de la nature, entouré de gentilles bêtes et d'une mère aimante qui vous initie à la contemplation de la splendeur du monde, vous vous épanouissez également à l'école communale où de braves institutrices de la République vous initient aux beautés de la langue. Sido y participera, bien sûr, elle aussi, elle qui, sœur d'un journaliste belge, habituée des spectacles parisiens, deviendra dans votre œuvre une figure tutélaire. Il est étrange de remarquer comment vous en fîtes un personnage de papier après une mort pour laquelle vous n'avez pas montré, jusqu'alors, le moindre signe d'endeuillement. C'est que sans doute, outre la pudeur, naissait en vous la nécessité de vous retrouver à travers elle, de renaître avec elle. Je n'éprouve aucune jalousie à évoquer vos amours, tant elles me paraissent exprimer magnifiquement à quelle intensité vous entendiez mener votre vie. Chacun de vos amours a contribué à faire la femme ardente que vous êtes. Et vous disiez que chacun d'entre eux vous avait ouvert à un nouveau pays natal. Si elles furent ces amours compliqués et ponctués de joie comme de malheur, elles vous ont permis d'enrichir une œuvre où toute la palette du sentiment se trouve retranscrite. Votre premier mariage avec l'écrivain et imprimeur mondain Willy vous a fait connaître l'amour, sincère et sensuel, et puis la déception, et enfin la vengeance. Déçu par les infidélités et les jeux de votre mari qui vous a mis une plume à la main quand même, signant de son nom vos premières œuvres, vous avez préféré connaître les affres de la solitude et de la marginalité. Deux autres maris ont suivi Willy. Il y a eu Henri de Jouvenel, un journaliste, qui lui aussi a versé dans les infidélités. Et enfin, Maurice Goudquette, votre dernier amour, qui a su vous apaiser et vous accompagner dans votre maladie. J'aime le côté peu sage de votre désir, et vous l'avez indifféremment tourné vers des êtres que la morale de votre époque réprouvait. C'est ainsi donc que vous avez vécu plusieurs amours saphiques, notamment avec la poétesse Renée Vivien ou la garçonne Mathilde de Mornay, dite Missy. C'est ainsi aussi que vous tombâtes. Ouais, le passé simple et classe, il vous plaît, j'en suis sûr. Je disais donc que vous tombâtes amoureuse de votre beau-fils Bertrand de Jouvenel, de 30 ans votre cadet. Ce que la postérité ne peut qu'admirer chez vous, selon moi, c'est votre liberté. Sans vous être revendiquée comme féministe,
vous disant avant tout femme, vous avez montré, à une époque où la condition féminine était corsetée dans des traditions et des obligations, la voie de l'émancipation. Divorçant de Willy, vous avez lutté avec acharnement pour que le cycle de romans des Claudine soit reconnu de votre plume. Le nom de Colette apparaît enfin sur des couvertures de livres, et vous allez toute votre vie faire en sorte qu'il soit synonyme d'une haute littérature. Résolument avant-gardiste, vous avez très tôt compris que la liberté de la femme dépendait d'abord de son indépendance matérielle et financière. Si vous avez tant et tant écrit des romans, mais aussi des articles, car vous fûtes, il faut le rappeler, une journaliste chevronnée, c'était pour ne dépendre de personne d'autre que de vous et de votre talent. En plus de romancière et journaliste, vous avez ressenti le besoin, à des époques différentes de votre vie, définitivement trépidante, d'exercer d'autres métiers. Vous fûtes ainsi, au début du siècle, danseuse de pantomime. Il faut vous imaginer sur la scène du music-hall, jouant ou mimant Cléopâtre ou une chatte, faisant scandale avec Missy, découvrant un de vos seins. Il faut vous imaginer plus vieille, vous lancer dans l'ouverture d'un magasin de parfumerie, n'hésitant pas à faire publiquement la publicité de vos produits de maquillage, vous reconvertissant au besoin en esthéticienne, vous qui étiez experte en esthétique. Quelle force de réinvention! S'il y a cependant une chose qui n'a jamais changé, c'est votre voix. Je ne parle pas de celle qui sortait de votre bouche si particulière, avec ses airs roulés et son accent bourguignon. Non, je parle de celle qu'on entend dans vos livres. On a dit d'elle qu'elle était celle des femmes, et c'est vrai, mais elle est bien plus. Elle est la voix du monde. Vous nous avez laissé des héros et héroïnes de romans inoubliables. Chéri et Léa, dans le diptyque consacré à ce jeune homme épris d'une femme plus âgée. Phil et Vinca, dans Le blé en herbe, décrivant les amours adolescentes. René Néré, dans La vagabonde, la femme abandonnée qui se libère par la danse. Et puis bien sûr, Claudine, votre double de papier, dont il fallut vous libérer. Vous avez représenté dans votre œuvre tous les amours, conjugaux, adultérins, et j'en passe, à tous les âges d'une vie qui a aussi été la vôtre. Ma chère Colette, j'aimerais finir cette maladroite missive que vous ne recevrez jamais, mais que de jeunes gens écouteront pour avoir la chance de vous découvrir, par célébrer votre incomparable écriture. À travers elle, vous nous avez donné le monde et une certaine façon de le goûter, de le respirer, de le manger, de le boire. Vous fûtes la traductrice qui faisait passer le monde de la sensation dans le monde du langage, rendant le moindre trésor offert par nos sens et nos sentiments. Dans vos livres, tout parle, la fleur et surtout les bêtes que vous nous faites aimer comme des personnages de comédie. Vous fûtes la souveraine d'un royaume sensible dans lequel personne n'est venu et me semble pouvoir contester votre autorité. Votre œuvre, vouée au sens, a su nous faire comprendre à quel point cet univers est inépuisable, riche d'angoisse et de plaisir, riche de vérité et riche de prodiges. Avec votre lyrisme éblouissant, dont la perfection invite à qualifier de classique, vous faites revenir vos oreilles lecteurs à la nature, qui seule permet de se sentir animal, qui seule permet de se sentir vivant. Car c'est cela qu'enseigne avant tout votre œuvre. Le sens le plus aigu du bonheur, de respirer, de goûter, de sentir, de souffrir même, en somme, de vivre. Je ne peux que donner raison à un auteur, le Clésio, quand il écrit « Colette, c'est la vie ». Oui, ma chère Colette, vous êtes la vie et vous êtes la littérature, pour toujours. Avec toute mon admiration. Miaou.